Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne. Ici, nous allons parler d'Alice in Borderland. J'ai mis le timecode en description pour que vous puissiez facilement passer les parties qui ne vous intéressent pas. Pour commencer, je vais parler de toutes les œuvres et de celles prises en compte pour l'analyse. La première œuvre est écrite par Haro Asso et publiée dans notre pays par la maison d'édition Delcourt Tonkam. Elle contient 18 tomes qui sont sortis de 2010 à 2016. Par la suite, il y a 3 OAV réalisés par Hideki Tachibana qui sont sortis de 2014 à 2015. Ils couvrent uniquement les 3 premières épreuves et n'est disponible qu'en sous-titré. La suite de l'œuvre d'origine est sortie de 2020 à 2021 sous le nom Alice in Borderland Retry. Il est toujours écrit par Haro Asso et toujours publié chez Delcourt. Mais je ne prendrai pas ce manga en compte pour l'analyse car j'attends que la saison 3 de Netflix sorte pour le lire. Et finalement, la série Netflix, bien évidemment, qui a commencé de 2020 jusqu'à maintenant, vu que la saison 3 devrait sortir cette année. Pour le premier épisode, je vais être obligée de séparer la série Netflix des 2 autres œuvres, parce qu'elles sont extrêmement différentes. C'est d'ailleurs pour ça que cet épisode-ci sera certainement plus long que les prochains, vu que les 2 épreuves n'ont absolument rien à voir. Et donc maintenant, je vais commencer par vous faire un petit résumé de la série Netflix. La série Netflix commence sur une scène où Arisu perd un jeu vidéo. Juste après, son frère rentre dans sa chambre et le rabaisse comme à son habitude. Il lui dit que son père veut certainement lui parler et ce dernier lui dit simplement de ne pas barrer le chemin de son frère. Déçu par tout ça, il quitte la maison, envoie un texto à ses 2 amis Kagure et Shota. Suite à ça, on voit Kagure qui est en train d'embrasser une fille dans un bar. Son patron arrive, lui colle un pain, ce dernier se défend et il est viré. Pour ce qui est de Shota, il sort du travail et donne de l'argent à sa mère pour la dépanner, soi-disant, une dernière fois. Ayant passé une mauvaise journée, ils décident de se rejoindre et la conversation commence sur le fait qu'ils veulent partir. Ils parlent du fait que finalement une apocalypse zombie, ce serait peut-être pas plus mal, et Arisu dit que Kagure serait certainement le seul survivant vu qu'il se défendrait facilement avec ses poings. Kagure répond que non, ce serait certainement Arisu, le dernier en vie, et que ce serait peut-être bien d'ailleurs qu'il arrête de traîner avec eux pour son propre bien. Ayant complètement plombé l'ambiance, il décide de prendre Arisu sur ses épaules et de faire les cons. Shota les suit en courant et il traverse un passage pour piétons. En fond, on entend le bruit d'un accident, et Shota fait remarquer aussi qu'il y a un feu d'artifice, mais ces derniers n'ont pas le temps de s'y attarder vu que la police arrive. Ils continuent de courir, se cachent dans les toilettes. Ils font quelques blagues pas vraiment terribles. Quelqu'un toque à la porte juste après, et puis, plus rien. C'est le grand silence. Il y a ensuite une panne de courant, et c'est là qu'ils décident de sortir de leur cachette. Ils font le tour de la ville, et ils se rendent compte qu'il n'y a personne, que tout ce qui est téléphone, etc. et HS, plus rien ne fonctionne. Shota et Arisu sont plutôt contents de cette situation, ce qui n'est pas complètement le cas de Kagure. Un peu après, ils sont attirés par un écran qui affiche qu'un jeu va commencer, et ils se dirigent alors vers cette fameuse zone. Les amis arrivent donc dans la scène de jeu, ils voient des téléphones qui ont une reconnaissance faciale, et juste après, une jeune femme arrive. Elle leur explique qu'ils sont dans un jeu et leur montre la limite de celui-ci en lançant le badge de Shota qui explose, suite aux lasers qui sont présents. Une autre jeune femme arrive et c'est ainsi que le jeu commence. Il s'agit d'une épreuve 3 de trèfle et le nom du jeu est mort ou vif. Pour le réussir, ils doivent choisir la bonne porte dans le délai imparti et quitter le bâtiment. Ils arrivent donc dans la première pièce qui est limitée à 2 minutes. La dernière arrivante veut abandonner et Shota lui prend ça à la rigolade. Il filme même la scène et dit que y a pas de souci, ils vont réussir à gagner le gros lot sans problème. Mais le temps s'écoule pendant qu'ils discutent et du gaz commence à arriver dans la pièce. La dernière arrivante panique et ouvre la porte vivre, mais un laser la tue. L'autre fille se précipite sur la porte, mourir, et l'ouvre. Elle est suivie de Kagure, mais Shota reste tétanisé en plein milieu de la pièce. C'est Arisu qui fait demi-tour pour la ramener avec lui. Ils arrivent donc dans la deuxième pièce qui est aussi limitée à 2 minutes. Mais ça commence directement en dispute avec Arisu qui accuse la jeune femme d'avoir tué la fille précédente. Cette dernière se défend en disant que sans ça, ils seraient tous morts, et la discussion s'envenime petit à petit. La femme essaye de faire comprendre à Arisu qu'il a qu'à ouvrir l'une des portes, mais ce dernier reste complètement bloqué devant et en est incapable.
C'est finalement Kagure qui va ouvrir la porte vivre, ce qui va leur permettre de continuer l'aventure. Ils arrivent donc dans la troisième pièce, qui elle est limitée à 1 minute 40. Shota veut complètement arrêter le jeu, et la panique prend le dessus sur tout le monde. Kagure s'énerve en essayant de forcer la fille à ouvrir une des portes, mais celle-ci refuse. Alors il tente de motiver Arisu à réfléchir. En le voyant stressé, Kagure lui colle un pain, et ça fonctionne. Il se rappelle d'une BMW 253 et ouvre la porte mourir qui est la bonne. Dans la quatrième pièce, qui est limitée à 1 minute 30, il explique en réalité comment il a fait. Il s'est servi de la BMW qui se trouvait devant les bâtiments pour calculer approximativement la taille de celui-ci. Il en profite pour calculer la taille de la pièce et se rappelle du plan d'évacuation qui se trouvait devant l'ascenseur. Grâce à ça, il réalise un plan, ce qui lui permet de comprendre quelles portes il faut ouvrir et lesquelles il ne faut surtout pas ouvrir. Ils arrivent facilement à passer les portes jusqu'à la 7e, où la porte qu'il devrait prendre devrait être en face n'est pas là. Il y en a seulement une à droite et à gauche. Le problème, c'est que celle où il est écrit « mourir » devrait mener à l'extérieur, mais il se rappelle de la disposition du bâtiment, et ceci étant collé, c'est impossible de partir par celle-là. Mais celle « vivre » mène à la salle où la jeune femme est morte lors de la première pièce. Il se rappelle alors que Shota avait filmé la scène et lui demande pour revoir la vidéo. Il se rend compte que dans celle-ci, il n'y a pas de porte dans le fond, et que donc, certainement, la pièce est divisée en deux. Il choisit donc celle-ci, mais vu que tout ça a pris pas mal de temps, Shota sera un peu trop lent et sa jambe commencera à prendre feu. Ils arriveront donc dans la 8e pièce qui est limitée à 10 secondes, et Kagure tendra d'éteindre le feu de la jambe de Shota, mais aussi de l'aider à se relever. Pendant ce temps, Arisu ouvrira la porte mourir. Ils arriveront donc à sortir du bâtiment et réussiront l'épreuve. La jeune femme les remerciera, car sans eux, elle serait certainement morte, et on voit une image de la jambe de Shota qui est complètement brûlée, ce qui risque de compliquer leur aventure pour les prochains jeux. La femme se lève, va à une table un peu plus loin où se trouve une carte d'un 3 de trèfle. Juste après, un homme arrive. Il dit qu'il est en train d'abandonner le jeu et que son visa expire aujourd'hui. À minuit, un laser lui passe à travers le crâne et ce dernier décède sous les yeux du groupe. À la fin, on a juste un visuel sur Azumi et c'est comme ça que la vidéo se termine. Alors maintenant, on va faire un petit résumé du manga et de l'OAV. Je tiens juste à préciser une petite chose avant, c'est que jusqu'ici, le personnage principal se nommait Arisu, mais à partir du moment, je parlerai de Alice, vu qu'il s'agit de son nom aussi bien dans le manga que dans l'OAV, ce qui est plutôt logique vu que ça s'appelle Alice in Borderland. Pour l'OAV, le début se déroule rapidement. Il y a juste une petite conversation sur un banc où les trois personnages, Alice, Shota et Kagure, imaginent partir ailleurs. Un feu d'artifice commence, et après avoir fait remarquer que le dernier feu d'artifice avait l'air bien plus gros que les autres, ils arrivent à Borderland. Le manga possède quelques scènes en plus. Il débute puis dans un collège où on voit Alice qui passe un test, et après avoir retrouvé Shota dans la cour, on comprend vite que les deux l'ont complètement raté. Shota tente après un plan foireux pour voir sous les jupes des filles, et après un échec, il décide de sécher pour le reste de la journée. On a une autre scène où Alice se fait rabaisser par son frère quand il est chez lui, et qu'il rejoint bien évidemment le bar qui est tenu par Kagure. En arrivant, il fait remarquer que Shota doit déjà être là depuis longtemps, et ils commencent un petit peu à discuter. On a droit à un flashback sur les retrouvailles de Kagure et d'Alice, où on voit Alice et Shota se faire tabasser par deux personnes, Kagure qui arrive, les met KO tous les deux, et le flashback se termine comme ça. Ils décident de partir du bar et parler du changement que pourrait procurer une apocalypse zombie, tout en se baladant sur les rails qui mènent au métro. En arrivant à la gare, la scène est identique au manga. La seule différence, c'est qu'en arrivant à Borderland, ils arrivent dans le bar de Kagure et on remarque qu'il a l'air abandonné depuis très longtemps. La suite est similaire, ils font un tour, remarquent que tout est en ruine, qu'il n'y a personne. Alice et Shota sont heureux d'être là et d'être enfin libres, mais Kagure est un peu plus terre-à-terre. Ensuite, on a une petite scène dans un supermarché où il remarque que les dates de péremption datent d'aujourd'hui, mais que pourtant tout a l'air complètement pourri. On a aussi une petite scène dans le manga où ils font simplement du bowling. Et les deux œuvres finissent par les trois personnes se baladant tranquillement, avec Kagure qui fait remarquer que faudrait peut-être quand même s'inquiéter parce que ça n'a pas l'air d'être un rêve. Et les deux disent que ce n'est pas vraiment très grave. Après ça, ils sont attirés par du bruit, au loin. Ils arrivent devant une espèce de fête foraine,
Shota et Alice se précipitent pour découvrir les stands alors que Kagure reste en retrait et analyse un petit peu l'environnement. Un peu après, une femme arrive, elle tente de leur faire comprendre qu'ils sont dans un jeu et que s'ils ne prennent pas tout ça au sérieux, ils mourront. Kagure fait pour partir, mais la jeune femme l'en empêche. Tout comme elle avait lancé le badge dans la série Netflix, ici c'est la cigarette de Kagure qu'elle lance dans les lasers. Pour ce qui est de l'OAV, par contre, ils ont simplement envoyé un bâton. Il est plutôt marrant vu que les trois œuvres lancent un objet qui n'a rien à voir sans vraiment que ça ne puisse changer quoi que ce soit pour l'histoire. Ça permet au moins de montrer à Kagure qu'il est impossible de partir, et suite à ça, des écrans s'allument. Ça explique qu'il s'agit d'une épreuve 3 de trèfle, qui est plutôt identique, mais le nom est complètement différent, vu qu'il s'agit de Good Fortune et Bad Fortune. Le but est simple, les joueurs doivent piocher une augure par personne avant la fin du temps à partie, sinon ce sera game over. D'après la demoiselle, il s'agit d'une épreuve d'une faible difficulté et qui demande un travail d'équipe. Lorsqu'Alice l'interpelle, elle se présente sous le nom d'Aori Shibuki. Elle leur rappelle qu'ils doivent se réveiller s'ils veulent survivre. Kagure sera le premier à tirer l'augure. Il est noté grande chance dessus et rien ne se passera. Il aura tendance à rassurer Alice et Shota. Pendant que Kagure questionne Shibuki sur ses intentions, Shota tire la deuxième augure. Une équation y est notée et une nouvelle règle fera son apparition. Si une question est présente, les joueurs devront y répondre à voix haute. Après quelques secondes de réflexion, il donnera une réponse approximative qui sera fausse. Suite à cela, 3 flèches enflammées seront tirées. La première fera tomber Shota et les 2 autres le rateront, mais vraiment de peu. Shota remarque assez vite que si la première n'avait pas fait tomber, il serait sûrement mort à l'heure actuelle. La panique commence à revenir du côté de Shota et Alice, alors que Shibuki et Kagure restent assez calmes. Shibuki tire la 3e augure. Ils prendront le temps de réfléchir avant de répondre. Mais malgré tout, la réponse sera fausse. De nombreuses flèches seront tirées et Kagure dira à tout le monde de se mettre à l'abri. Shibuki le fera immédiatement, mais Alice restera tétanisée. Kagure lui donnera un coup qu'il ramènera à la réalité et il ira se cacher. Mais Alice n'était pas le seul qui ne s'était pas mis à l'abri. Juste après, on voit Shota qui court à travers les allées. Il prend une flèche dans la jambe et c'est Kagure qui prendra un stand qui contient de l'eau, s'en servira pour éteindre le feu et se protégera des flèches grâce au reste du stand. Tout le monde survivra, et l'acte héroïque de Kagure remotivera Alice. C'est confiant qu'il tirera son augure, la dernière. Mais son sourire va vite s'évaporer. La question est impossible à répondre. Shota pleure alors que Kagure remet sa vie entre les mains d'Alice. En voyant cet acte, l'espoir de Shibuki s'écroule, pensant que Kagure a complètement abandonné. Tout se passe de manière similaire dans les 2 scènes, sauf que dans le manga, on a droit à une scène supplémentaire où on voit que Shota demande si c'est vraiment une bonne idée de laisser Alice réfléchir tout seul. Kagure lui rappellera une histoire de lorsqu'ils étaient enfants, ou alors qu'ils étaient venus pour défendre les 2 garçons qui se faisaient encore une fois frapper. Alice avait remarqué que la petite frappe avait un poil sur son grain de beauté. Suite à cela, les 2 garçons se sont moqués de lui, et à force, avec la honte, il a fini par ne plus les approcher. C'est là qu'il avait compris qu'Alice avait un très bon sens de l'analyse, mais aussi un self-control impressionnant. Car n'importe quel enfant se serait protégé le visage pour éviter les coups, et il se serait recroquevillé sur lui-même. Mais lui, non. Il a observé son adversaire et a trouvé une faille. C'est pour cela qu'il remet sa vie entre ses mains, et qu'il lui fait une confiance aveugle. Pendant ce temps, Alice comprend finalement les vraies règles du jeu. Car oui, le but n'est pas de répondre aux questions, mais uniquement de tirer les augures et survivre. La première augure tirée par Kagure donne la direction à atteindre, alors que les autres donnent la direction des flèches qui ont été tirées. Il donnera alors une mauvaise réponse et se dirigera vers la direction indiquée, le sud. En arrivant, ils verront un puits, mais celui-ci est bouché. Ils se découragent, mais lorsqu'une flèche touche le sol et l'enflamme, ils voient la partie en dessous et comprennent qu'il y a bien quelque chose. Kagure s'approche et commence à creuser. Dans le manga, Kagure s'expose aux flèches et en prendra 2 dans la main, alors que dans l'OAV, Alice avait un stand pour les mettre à couvert. Ils réussiront et trouveront une vanne. En l'ouvrant, ils descendront une échelle qui les mènera à un abri anti-atomique. Ils verront une caisse enregistreuse avec les 4 visas ainsi que la carte 3 de trèfle. La scène de l'OAV se termine sur Shibuki qui donne des informations sur le visa et sur Borderland, ainsi qu'une scène similaire à la série Netflix où les 4 assistent à l'exécution d'une personne dont le visa a pris fin. Pour le manga, Shibuki donne aussi des informations. Mais ils partent pour l'hôpital pour soigner la jambe de Shota qui a été blessée.
Et pendant qu'elle explique à Kagure et Shota ce qui arrive à la fin d'Avisa, c'est Alice qui le verra sous ses yeux alors qu'il est complètement seul. Un homme se fera tuer juste devant lui parce que son visa arrivera à la fin. On arrive dans la dernière partie de la vidéo où je vais donner mon avis. Bien évidemment, ce sera subjectif, donc si vous n'avez pas le même, n'hésitez pas à le noter en commentaire tout en restant courtois. Alors, je vais parler en gros de ce que j'ai pensé des 3 œuvres. Je ne ferai pas une analyse très détaillée des personnages, car j'essayerai de le faire de façon un peu plus détaillée dans une vidéo à part. Bref, pour donner mon avis simplement, comme c'est le cas la majorité du temps, je préfère bien évidemment le manga. En tout cas pour ce premier épisode. Pour le AV, j'ai pas forcément grand chose à dire de négatif, il est plutôt bien adapté à l'œuvre originale. La seule différence, c'est que bien évidemment, il manque beaucoup de scènes, vu que le temps est plus limité. Mais par contre, pour la série, j'ai énormément de difficultés avec le premier épisode. Et c'est dû à pas mal de raisons. L'une des premières, c'est l'épreuve en tant que telle. Vous l'avez logiquement remarqué, mais les épreuves n'ont rien à voir, que ce soit dans la série ou dans le manga. Pour ce qui est du manga, on a une épreuve qui est beaucoup plus calme. Même s'il a un timer, il est beaucoup moins stressant et on a le temps de voir un petit peu évoluer les personnages. Voir un petit peu la dynamique qu'il y a entre eux. On est aussi pour moi dans une vraie épreuve de trèfle. Ils doivent coopérer pour réussir à se sortir. Ce qui est de base, ce qui nous est expliqué pour une épreuve de trèfle justement. Alors qu'à l'inverse, pour la série Netflix, je trouve que ce n'est absolument pas ce style d'épreuve. Ce n'est que mon point de vue, mais j'ai beau réfléchir, je vois pas comment c'est possible de réussir l'épreuve en coopérant. Il n'y a aucun indice, du moins pour les premières portes. Et le seul moyen d'avoir une idée des portes à ouvrir est d'avoir soit beaucoup de chance, soit de prendre le risque de sacrifier quelqu'un. Et ce n'est pas à mon sens une vraie épreuve de trèfle. En plus, tout se passe très vite, le timer est assez court pour chaque pièce, et on a l'impression à chaque fois. Ça va tellement vite que par moments j'en oubliais qui était qui. Mais pour être honnête, ce sentiment n'est pas dû uniquement à l'épreuve, mais aussi au début de l'histoire. Il faut savoir que si je n'avais pas regardé le 2e épisode de Alice in Borderland, j'aurais jamais continué la série. À la base, j'ai commencé par regarder toute la série, et vu qu'il y a certaines choses que je ne comprenais pas, j'ai décidé de lire le manga. Quand je suis arrivée à la fin du manga, je me suis dit « Ouais, mais si je me suis plus attachée aux personnages du manga, c'est parce qu'ils ont pris plus de temps, etc. au début de l'histoire. » Et finalement, quand j'ai fait l'analyse, je me suis rendu compte que ce sentiment était complètement faux. En réalité, la série Netflix a pris beaucoup de temps pour le début, mais vu que ça ne m'intéressait pas plus que ça, et que je trouvais ça assez inutile, je me suis attachée à personne et j'ai très vite oublié tout ça. Là-dedans, il y a aussi une autre dynamique qui entre en jeu. C'est que dans le manga, je me suis facilement attachée à Kagure et à Shibuki. Alors que dans la série Netflix, pas du tout. Dans le manga, on a Shota, qui est un petit frère un peu irresponsable, un peu naïf et assez émotif, un peu immature, etc. Et autant je trouve que son caractère a été plutôt bien interprété dans la série, autant au niveau intégration à la société, on est très loin du personnage du manga. Même s'il ne s'est pas présenté à son travail, il en a tout de même un, et il est même capable de venir en aide financièrement à sa mère, ce qui est impossible pour le personnage du manga. Pour Alice, il est assez réfléchi, il a une bonne logique, et il est aussi mal intégré dans la société, comme c'est le cas dans le manga. Et pour le premier épisode, je trouve que, honnêtement, il est plutôt bien interprété. Mais par contre, pour Kagure, je suis absolument pas convaincue. Le personnage du manga est assez calme et mature, et il donne l'impression d'un grand frère. Il n'utilise pas la violence pour rien. Lorsqu'il fait, c'est toujours pour protéger Alice et Shota. Il a d'ailleurs un bon travail, vu qu'il est quand même patron de son bar, il a des objectifs de vie, et il tient à les réaliser. A l'inverse, dans la série, on se retrouve un peu avec une espèce de racaille des bacs à sable, qui se bat un peu pour rien, qui s'emporte extrêmement vite. Il est peut-être un petit peu plus réfléchi que les autres, mais il reste assez immature quand même. Pour moi, il perd complètement cet esprit un peu grand frère qu'il avait dans le manga, et auquel je m'étais attachée. Et finalement, pour parler de Shibuki, ça a été ma plus grande déception. C'est un sentiment un peu compliqué à expliquer, mais quand on la voit arriver dans le manga, elle donne une impression de femme assez forte. Elle donne un sentiment de confiance et de maturité, même si par moments cette carapace se fissure pour montrer une femme un peu plus fragile. D'ailleurs, quand elle comprend qu'il s'agit d'une épreuve de trèfle, donc de coopération, elle essaye de tout de suite de travailler en équipe, de les mettre en confiance, de leur expliquer les règles du jeu. Et malgré le fait qu'elle est toujours assez directe dans ses paroles, elle fera tout pour leur faire comprendre que c'est un jeu assez dangereux, qu'il faut le prendre au sérieux pour arriver au bout. Et bien sûr, à l'inverse, dans la série Netflix, on tombe sur une femme qui a un air assez hautain, assez froid. Elle est arrogante et un peu manipulatrice dans certains passages.
D'ailleurs, elle n'hésite pas à sacrifier les autres pour sauver sa peau. Et je trouve que c'est fortement l'inverse du personnage du manga. Et d'ailleurs, ce sentiment-là aura un impact sur la suite, parce que je n'avais pas précisé dans les résumés, mais quand on arrive à la fin de ce premier épisode, il y a une sacrée différence entre la série Netflix. Ils sortent, on sent qu'il n'y a aucune alchimie entre les 4 personnages. Et d'un point de vue logique, pourquoi il y en aurait ? Elle n'aurait pas hésité à les sacrifier, sans aucun problème. Certes, elle les remercie, elle a quand même réussi à survivre grâce à eux, mais ça s'arrête là. Alors que dans le manga, c'est complètement l'inverse. Ils ont réussi ensemble. D'ailleurs, on voit qu'elle est tout de suite intégrée dans le groupe. Et pour moi, ça a un gros impact, surtout vis-à-vis des prochains épisodes. Donc bien évidemment, j'en parlerai sûrement plus tard, mais je trouve que ça change énormément de choses pour la suite de l'histoire. Et ces différences, pour moi, donnent certaines incohérences qui apparaîtront dans les prochains épisodes. Bref, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouvera peut-être plus tard pour la suite des analyses.